C'est un pari un peu improbable. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est que le club de Lyon-la-Duchère, ici. Non. Bon, à part, c'est du foot, voilà, exactement. C'est un club de football, mais c'est aussi, alors je ne veux pas reprendre l'expression qui est déposée par le FC Barcelone, c'est un peu plus qu'un club de football, c'est aussi une structure dans laquelle on développe de la citoyenneté, une structure dans laquelle on défend la citoyenneté, on défend la participation des habitants, on défend un certain nombre de valeurs qui sont l'égalité femmes-hommes, qui sont l'écologie, on fait aussi un certain nombre d'activités socio-éducatives. Donc voilà, donc effectivement on tape dans un ballon, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses, des choses qui sont politiques dans le sens noble du terme. Alors la soirée elle va se dérouler en fait en plusieurs temps. Premier temps, on va vous passer un petit film qu'on a sélectionné, qui est un film un peu particulier. C'est un moment humoristique qui se déroule dans les années 70. Dans les années 70, vous avez le Parti socialiste qui est une force montante. Vous avez également le centre-droit qui est au pouvoir avec Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing. Et vous avez régulièrement des affrontements en 74 puis en 81 entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Et en fait, ces deux personnes, qui sont deux personnalités comiques de la télévision d'alors, elles discutent en fait des postures qu'il faut avoir dans un débat. Et il y a, pour beaucoup de gens, la politique, c'est que des postures, c'est que de la tactique. Et en fait, on voulait vous montrer ça de manière humoristique pendant 20 minutes. Et puis Renaud, eh ben, il va nous montrer qu'en fait, la politique, c'est aussi une affaire de conviction, une affaire de clivage. C'est-à-dire démonter un petit peu les trucs des hommes politiques qui font un débat télévisé. Il y a des trucs, d'ailleurs, vous maintenant... C'est difficile de parler après, je m'attendais pas à ce type, je l'avais pas vu, hein, ce type de documentaire, bon d'abord qui nous ramène à 78, on en dira un mot quand même, à l'occasion quand même sur le contexte politique, et puis la force de Jean Amadou quand même, qui est dans l'analyse extrêmement fine quand même, du rituel politique qui est ce débat. Alors là, c'est pas le débat présidentiel, c'est bien le débat de cette élection de 78, qui est une élection à très grand... Enfin, c'est un des plus grands enjeux autour des élections législatives de la Ve République, puisqu'on pensait à ce qui ne s'appelait pas encore à l'époque une cohabitation. Et d'ailleurs, ça avait entraîné le discours du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fait le discours de Verdun-sur-le-Doubs en annonçant que si sa majorité, la jeune UDF, n'était pas élue, alors ce serait le chaos. Donc le débat avait été probablement, j'en ai jamais vu d'extrait, j'en ai en tout cas aucun souvenir, avait probablement été un débat de type quasiment présidentiel entre le Premier ministre et le chef de l'opposition. Le thème de la conférence de ce soir, c'est précisément de prendre une formule un peu polémique, pas de démocratie sans clivage. Et de profiter de cette notion de clivage pour revenir sur les définitions de droite et de gauche. Quand vous dites pas de démocratie sans clivage, on n'a pas le temps de faire le débat entre nous, mais peut-être qu'on l'aura à travers les questions. La plupart des Françaises et des Français vous disent oh, enfin le clivage, c'est véritablement mauvais pour la démocratie, le clivage c'est ce qui empêche le pragmatisme, ce qui peut empêcher l'action, et donc bon nombre de Françaises et de Français diraient il vaut mieux qu'il n'y ait pas de clivage. Le propos que je vais tenir est l'inverse. C'est-à-dire que si on n'a pas de clivage clair au moment des élections, au moment des campagnes, alors, électorales, alors forcément la violence se passera et le climat social sera d'autant plus violent et on aura d'autres formes d'opposition, mais beaucoup moins, disons, démocratiques. Donc je vais essayer de réhabiliter le clivage. Alors pourquoi le faire aujourd'hui en début 2023 ? Parce qu'on a quand même eu, c'est pas la seule fois dans l'histoire de notre pays, mais on a eu la volonté, notamment de forces politiques et notamment d'un président de la République, le président actuel, de dire qu'aujourd'hui le clivage gauche-droite était dépassé. Je prends juste, j'en ferai pas de citation, surtout après avoir entendu ce qu'on a entendu, mais je reprends les propos du candidat Emmanuel Macron et n'y voyez aucun aspect polémique. Je le dis parce que quand même c'est important
Romain m'a présenté comme professeur universitaire, ce qui est le cas, mais j'ai aussi un engagement et qui, vous verrez, reviendra en conclusion notamment de mes propos, puisque je suis vice-président de la métropole et j'ai évidemment un engagement à gauche. Donc je le dis pour que, on aura la discussion, mais la plupart de mon propos, je ne le veux pas polémique. Peut-être qu'ici ou là arriveront quelques remarques, mais l'essentiel n'est pas là. Donc précisément, je prends les propos du candidat Emmanuel Macron en mars 2017. Voilà ce qu'il dit. « Je viens de la gauche. Et je suis aujourd'hui en train de construire une offre politique qui dépasse ce clivage. Je me retrouve beaucoup plus dans le progressisme et je rassemble des gens de gauche, du centre et de la droite qui veulent travailler ensemble. Je suis progressiste. Je suis et de droite et de gauche. Je crois que c'est la première fois qu'il le dit dans la campagne de 2017. Alors, la question c'est, est-ce qu'il suffit de le proclamer, comme le fait le candidat, là, à ce moment-là, qui n'est pas encore, s'il est déjà quand même dans les candidats favoris à ce moment-là, mais est-ce qu'il suffit de le proclamer? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne confond pas volontairement le fait qu'il veut précisément réinventer une forme de clivage, beaucoup plus que de le dépasser? Donc il y a autant de questions par rapport à ce type de déclaration. On se donne 40 minutes à peu près de présentation. Essayez de tenir le temps. Il y a trois notions, puisque l'idée c'est aussi d'amener des éléments effectivement de la science politique, là en l'occurrence. Il y a trois notions qui me semblent importantes. Enfin, il faudrait ressortir de ces 40 minutes avec trois notions un peu mieux définies. La notion de clivage, la notion de parti politique et la notion de, je le dis comme ça, désalignement partisan. Autrement dit, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que nous sommes dans une situation totalement angoissante aujourd'hui, qui est que notre système partisan, qui s'était installé quasiment depuis des siècles, en tout cas depuis un siècle, a éclaté, et que nous avons dans notre société toute une série de dynamiques d'opposition, de fragmentation, qui ne sont pas reprises par les partis politiques. Et c'est ça l'angoisse. C'est-à-dire que les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont désalignés par rapport aux grandes tendances qui traversent la société. Donc comment je vais faire? Je vais essayer d'abord quand même de revenir évidemment sur la notion de clivage politique, en essayant de montrer que précisément elle a structuré notre vie politique depuis la Révolution française. Je vais revenir dans un deuxième temps sur les continuités, je vais essayer, parce qu'il y a beaucoup de ruptures, mais sur les continuités de la droite, des droites et des gauches. Et puis je finirai dans une troisième partie sur la question précisément de quels sont les clivages aujourd'hui, ou comment nous sommes dans une sorte d'attente, ce qui me permettra de conclure et d'ouvrir à un débat sur le contemporain, enfin sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Et évidemment, ma conclusion, c'est j'essaye quelque chose devant vous. Donc voilà. Avant cela, c'est comprendre que notre système politique a complètement explosé, notamment depuis 2017. En fait, je vous montrerai tout à l'heure que c'est un peu plus ancien, qu'il y avait des tendances quand même avant. Pourquoi? Prenons les deux élections présidentielles que nous avons connues en 2017 et en 2022. Je vous le fais comme ça, sans vous donner les chiffres, vous les avez peut-être certains à l'esprit, mais peu importe. Qu'est-ce qui se passe en 2017? Première fois qu'on a un candidat qui est élu, qui est issu d'aucun parti. Alors, d'emblée, je sais que certains vont dire, oui, mais le général de Gaulle, on y reviendra. Mais en tout cas, qui est issu d'aucun parti et qui a une antériorité politique très faible, au sens où je passe son poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée, mais ministre depuis moins de 5 ans, puisqu'il arrive au cours du quinquennat François Hollande. Et à côté de ça, ce qu'on appellera à ce moment-là d'abord, la surprise qui est la disqualification du Parti socialiste, qui avait structuré quand même la vie politique depuis, on est en 2007, depuis au moins 40 ans, et sans parler du rôle qu'avait son prédécesseur, la SFIO, et puis surtout, une élection qui s'est jouée à 4. À 4. Vraiment pour la première fois. Autant
les élections se jouaient souvent à 3, mais là, pour la première fois, à 4. Et vous le savez, c'est François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et puis 2022, je vais très vite. Alors là, l'atomisation est encore plus flagrante. Parce que quand je parlais d'une disqualification du Parti Socialiste, là, on est quasiment... Enfin, on est à 1,7, donc pour la candidate investie par le Parti Socialiste, mais ça touche les Républicains, un peu mieux, certes, mais en dessous des 5%, avec Valérie Pécresse. De la même manière, les écologistes, qui sont en dessous des 5, là où ils espéraient prendre le leadership sur l'élection présidentielle sur la gauche. Bon, et on revoit une élection qui se joue à 4. Voilà. Mais qui se joue à 4 avec un vrai décalage, puisque les deux premiers arrivent nettement en tête, et on retrouve le même binôme que 5 ans avant. D'ailleurs, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Bon, donc, on est sur l'idée que les principaux partis politiques sont en perte de vitesse. On va essayer de comprendre pourquoi aussi, modestement, c'est-à-dire en se donnant quelques éléments. Première partie, donc, ouvrons là sur précisément les clivages politiques au cœur de nos systèmes politiques. Donc les clivages au cœur de nos systèmes. Parti politique, c'est très difficile à définir. La science politique a 8000 définitions. J'exagère un peu, mais des centaines de définitions des partis politiques. Un parti politique, c'est une entreprise politique. C'est une entreprise de conquête des suffrages. Je vous le fais de manière totalement instrumentale, ou en tout cas dans une perspective utilitariste, mais c'est vrai. Un parti politique, on ne peut pas le penser de la même manière avant l'avènement du suffrage universel et après. Les partis politiques modernes, ils naissent plutôt à la fin du XIXe siècle, même certains diraient au début du XXe siècle, à partir du moment, en France, à partir du moment où le suffrage universel, masculin, mais suffrage universel, s'est installé et s'est stabilisé. Voilà. Donc, c'est une conquête des suffrages. C'est pour mieux conquérir plus de suffrages. Bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est une organisation, c'est même une bureaucratie, et on a donc toute une organisation autour du parti. Durable que si il porte des clivages, des divisions, des éléments qui ont participé à la construction, et ça me permet de vous dire qu'il faut toujours penser le conflit comme un élément socialisateur, c'est-à-dire comme un élément de construction. Et donc ces auteurs vont nous dire, en fait, l'Europe est marquée. Les États, les pays européens sont marqués par des très grands clivages. Certains vont être marqués par le clivage possédant prolétaire. Et vous allez voir naître des partis bourgeois opposés à des partis socialistes, prolétaires, ouvriers, selon les pays européens concernés. D'autres vont être beaucoup plus dans le clivage Église, et notamment Église catholique, et puis plutôt laïque. Voire, ça peut être un clivage ouvrier-Église. Je prends évidemment l'Italie d'une grande partie de la seconde moitié du XXe siècle, c'est l'opposition entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Bon. D'autres, je ne vais pas tous vous les faire, parce qu'on n'aura pas le temps, mais d'autres vont se dire, en fait, l'enjeu majeur, c'est quoi? C'est est-ce qu'on construit une nation unique, voire un État-nation, ou est-ce qu'on reste au niveau des localités, qu'on appelle cela des régions, des cités-États, et vous allez avoir notamment des partis régionalistes extrêmement puissants contre des partis unitaires. Bon. Et donc vous avez ces clivages. Et ces auteurs nous disent, en fait, ce qui compte, c'est d'essayer de repérer où il y a eu des failles, des grands moments historiques de conflit. Pour la France, il y a quand même un moment qui est fondamental. C'est la Révolution française. Et tout nous ramène quand même à un moment, à la Révolution française. Même aujourd'hui, d'une certaine manière. En tout cas, on peut faire le pari. Et donc, on va pouvoir précisément montrer qu'au moment de la Révolution, il y a la première forme d'institutionnalisation de la droite et de la gauche. C'est à ce moment-là. C'est quoi le contexte? Quel est le contexte? Nous sommes dans la première Assemblée nationale constituante, nous sommes en juin
1789, et là, il y a une répartition. Il va y avoir une répartition issue donc de la Révolution française, et notamment, il va y avoir un moment, je vous passe les débats, mais il y a un moment fondamental qui est le débat sur est-ce qu'on doit laisser au roi le veto, ou est-ce que, très clairement, on passe à l'idée que le roi n'a plus de pouvoir. Celles et ceux qui vont défendre le veto royal en disant il y a un pouvoir du roi vont se mettre à droite du président de la Constituante. Et celles et ceux qui vont dire non, c'est un homme comme les autres. Et ce qui compte, c'est ce que nous faisons ici, nous en tant que représentants du peuple, vont se mettre à gauche. Alors ça, c'est la belle histoire. Parce que, du coup, elle crée dans le monde, disons-le, toute modestie française, elle crée pour la première fois la notion de clivage politique qui se répartit sur une échelle droite-gauche, gauche-droite. Néanmoins, vous voyez bien que d'emblée, il y a l'idée de l'ordre, de la rupture, de l'ordre, de la réforme. On y reviendra parce qu'on peut donner une autre définition quand même de la gauche et de la droite. Je pense que c'est une erreur de le penser comme la naissance même de la gauche et de la droite. La naissance, en France, même si elle est directement liée au moment révolutionnaire, elle va beaucoup plus se concrétiser au moment du suffrage universel. Et donc, les premières élections au suffrage universel, certains le savent, c'est précisément autour de 1848, puisque c'est en 1848 qu'on décide qu'il y aura, avec l'avènement de la Seconde République, ou de la Deuxième République, qu'il y aura donc des élections au suffrage universel. Je le précise, remarque anachronique mais fort importante, masculin. Puisqu'il faudra attendre quasiment un siècle pour qu'on ait un suffrage universel, et là, véritablement universel. Mais on est sur un suffrage universel masculin, c'est la perturbation du jeu politique, prenons-le comme ça, et pour la première fois, alors non pas pour l'élection présidentielle, qui permettra l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, même s'il y a donc une campagne forte, mais pour les élections législatives de 1849, eh bien, j'ai pas trop le temps de le détailler ainsi, mais pour la première fois, nous avons une France partagée. Une France partagée entre, d'un côté, évidemment, le Parti de l'Ordre qui va notamment l'emporter très largement dans le Nord, en Normandie, dans l'Ouest catholique largement, en Aquitaine, bon, peu importe, je détaille pas plus. Et puis, face à ce Parti de l'Ordre, il y a le parti qui se qualifie lui-même de républicain, mais qui est porté par ceux qu'on va appeler à ce moment-là les Rouges, c'est-à-dire les démocrates socialistes, qui, eux, vont l'emporter dans le Massif central, dans le Midi toulousain, et puis en Provence et autour de la Méditerranée, c'est le fameux Midi rouge, qui aura été longtemps appelé le Midi rouge. Regardez le comportement politique de ce territoire, c'est plus tout à fait le cas. Mais voilà. Mais nous sommes là au milieu du 19e siècle. Donc, nous avons là l'opposition fondamentale qui prend racine dans le clivage de la Révolution française, très largement, notamment autour de la reconnaissance de l'ensemble des catégories sociales du côté des démocrates socialistes et les partisans de l'ordre qui souhaitent précisément ne pas reconnaître le principe d'égalité. Donc c'est véritablement la première élection compétitive, avec l'avènement de ce clivage fondamental qui détermine une géographie qui va évidemment évoluer quasiment de scrutin en scrutin, mais qui tout de même va rester très longtemps présente, et je dirais au moins plus d'un siècle, et qui va marquer notre vie politique. Je vous passe parce que bien sûr d'autres éléments du clivage vont arriver à la fin du 19e siècle. Bien sûr, il va y avoir la question notamment de la séparation des églises et de l'État, et donc une question majeure qui va alimenter. Il y aura, j'en parlerai dans quelques instants, des moments de crise. On peut penser évidemment à l'affaire Dreyfus, qui va à un moment perturber ce clivage, puis lui redonner un contenu, et puis je pourrais en évoquer bien d'autres. Néanmoins, à partir du milieu du 19e siècle, nous avons un clivage politique stable
entre ce qu'il convient d'appeler la droite d'un côté, ou les droites, je vais y revenir dans quelques instants, et de l'autre côté, les gauches. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que ces clivages n'évoluent jamais. Ils évoluent constamment. Mais le fait de reconnaître leur permanence structure la vie politique, voire la vie intellectuelle de notre pays, et donc permet aussi progressivement de faire passer le conflit de la rue, le 19e siècle et le siècle des révolutions, à un conflit qui se passe plutôt, à un clivage qui se passe plutôt dans les urnes. Et donc, c'est aussi l'apaisement de la démocratie et son installation qui est en train de se passer. Pensons à ça dans une des vertus du clivage. Si on devait quand même donner une forme de continuité, puis après j'en viens vraiment aux droites et aux gauches, et enfin je basculerai sur aujourd'hui, enfin, en tout cas sur l'évolution récente. Si on devait essayer de donner une forme de continuité, c'est très dur et c'est très risqué. Et je vous ai donné mon engagement, donc vous pourrez toujours me taxer précisément de biaiser les choses. Il y a deux grilles, enfin, il y a une grille de lecture qui peut être intéressante. Il y a une grille de lecture qui est de dire, d'un côté, on a des familles politiques qui partent du principe que l'ordre établi, parfois jugé comme naturel, ne doit jamais être entravé. Il doit s'entretenir par lui-même. Il donne toute la vitalité à notre société. Il ne doit pas être entravé par la force, par la puissance publique, par les pouvoirs publics, par les autorités. Et donc, ce qu'il convient de défendre, c'est le principe avant tout de liberté de cette société, qui est faite d'inégalités, certes, mais qui est vivante. Et entraver cela, forcément, fera dysfonctionner l'économie et la vitalité de la société. Au nom de cela, souvent, on défend l'ordre établi. C'est plutôt la famille de droite. Vous me direz que vous avez des contre-exemples et je vous entendrai dans le débat. En face, il y a l'idée que la société, à elle seule, n'y arrive pas. Que la société, à elle seule, laissée à elle-même, précisément, produit de l'inégalité. Produit, on dirait aujourd'hui, de l'exclusion, de la précarité. Et que, donc, face à ces évolutions de notre société, évolutions faites, impulsées par toute une série de choses, il faut intervenir pour corriger. Et j'essaye vraiment d'être dans une définition très large. Et en intervenant, en corrigeant, l'idée de produire, donc artificiellement, par l'action de l'homme, de la justice et de l'égalité. C'est quand même plutôt la famille de gauche. C'est c'est résumé à très grands traits. Néanmoins, c'est ce qui va guider très largement l'opposition entre les libéraux dès la Révolution française et une partie des républicains. Et puis vous pourriez le trouver. C'est très rapidement évoqué, donc il faut un peu affiner, et c'est la deuxième partie où on revient justement sur les droites et les gauches dans notre pays. Alors là aussi, c'est toute la difficulté de faire une telle conférence vu la littérature qui existe sur le sujet. Et je vais prendre d'abord les droites, et puis après je viendrai sur les gauches. Bon, sur les droites, vous avez eu des dizaines, des centaines d'ouvrages qui essayent de qualifier. Prenons, je ne prends que le cas français à ce moment-là. Très clairement, on peut qualifier, à la suite de nombreux auteurs, on peut dire qu'il y a 3 formes de droite, 3 familles de droite, pendant très longtemps, pendant tout le 19e siècle et une très grande partie du 20e siècle, et je dirais même que c'est probablement autour de 2007 que la singularité de ces 3 droites est remise en cause. Élection de Nicolas Sarkozy. J'y reviendrai en montrant sa singularité. Bon, ces 3 droites, c'est quoi? La première, elle est directement issue de notre moment de la Révolution française, là que j'ai évoqué, c'est la droite qu'on va qualifier de légitimiste. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est cette droite qui est née, très clairement, de la défense de l'Ancien Régime. Donc là, vous êtes vraiment dans la défense de l'ordre établi. Pour le coup, il n'y a pas plus. Et cette droite, ne l'oublions pas, va perdurer. Il y a encore aujourd'hui des familles politiques très, place quand même plus toute petite, en tout cas dans notre pays, mais néanmoins,
il y a eu une droite légitimiste qui a eu son âge d'or évidemment au XIXe siècle, qui a eu notamment sous le régime de la Restauration, et puis qui va espérer revenir, notamment avec l'avènement de la Troisième République, autour de 1870, je vous passe, mais qui va toujours exister dans toutes les chambres des députés de la Troisième République. Il faut l'avoir à l'esprit. Il y a des députés monarchistes et légitimistes sous la Troisième République, dont une partie va alimenter, ne voyez pas d'éléments de continuité, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, le régime de Vichy. Voilà. Donc, on a cette droite-là. Qu'est-ce qu'on retient? La défense de l'ordre, et donc aujourd'hui, compliqué, on en retrouve des bribes dans certaines familles politiques, il faut quand même plutôt le dire, plutôt à l'extrême droite. Deuxième famille politique, issue de ce qu'on appelle les orléanistes, bon, c'est-à-dire ceux qui vont défendre au XIXe siècle d'abord la monarchie constitutionnelle. Bon, ça, bien sûr, âge d'or, là aussi, très clairement, sous la monarchie de Juillet, donc de 1830 à 1848, mais peu importe. Pourquoi elle est intéressante, cette droite-là? Parce que cette droite va avoir une assise plutôt catholique, largement, et va défendre, va intégrer les éléments du libéralisme politique et bientôt économique. Et donc, elle va très clairement, cette droite-là, certes au 19e, être beaucoup sur la défense d'une monarchie constitutionnelle, mais au XXe siècle, on la retrouve dans le Centre national des indépendants. On évoquait, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et donc qui va quand même traverser toute la 4e République et la 5e, et puis elle est au cœur, parce que la famille est plus complexe, de l'UDF créée par Valéry Giscard d'Estaing. Autrement dit, c'est quoi, si on pense, puisque Romain nous y invitait en prenant un documentaire de 78, c'est quoi cette droite, très clairement de 74 à 81 par exemple, et puis par la suite, puisque Raymond Barre portera d'ailleurs lui comme ancien Premier ministre des listes à d'autres élections. Mais c'est quoi? Et notamment à l'élection, il sera candidat à l'élection présidentielle de 1988. C'est une droite qui va être sur le principe précisément du libéralisme économique, sans aucun doute, avec ses déclinaisons fin XXe siècle, c'est quand même pas la même chose, mais aussi qui va œuvrer à des grandes mesures de libéralisation de la société. C'est quand même sous Valéry Giscard d'Estaing qu'il y a évidemment la loi Veil, c'est quand même sous Valéry Giscard d'Estaing qu'il y a l'abaissement de la majorité et donc à 18 ans et d'autres mesures qui vont œuvrer à une forme de libéralisation, c'est-à-dire sur des mesures précisément qu'on qualifierait aujourd'hui de sociétales. Puis troisième famille, plus complexe. Troisième famille, c'est le gaullisme. Alors, là j'appelle gaullisme en faisant la fin de l'histoire. C'est d'abord la question précisément qu'on va qualifier plutôt de bonapartiste. Voilà, bonapartiste. C'est-à-dire que, alors c'est quoi? C'est à la fois qu'on croit en un homme. Les autres, c'était pas ça. Certes, c'était le roi, mais c'était la tradition. Là, c'est un homme, avec son pouvoir charismatique, quasiment un homme. Plutôt Bonaparte, d'abord, voilà. Et avec lui, l'usage du plébiscite, l'idée que les institutions reposent sur lui, et donc il est capable de demander aux Français s'ils sont pour ou contre. Voilà. Et on a donc l'idée très clairement d'une défense quand même de l'ordre établi, Bonaparte étant le premier à dire « la révolution est terminée ». La révolution, avec la création de l'Empire, la révolution est terminée. C'est le premier qui le dit. Du côté quand même de la très grande famille républicaine à l'époque. Mais c'est au moment où justement il crée l'Empire. Et donc on a cette pratique plébiscitaire, reposant sur la personne, capable de très grands travaux, que ce soit Bonaparte ou l'homme dont je vais parler dans quelques secondes. Et donc on a aussi l'œuvre d'une modernisation du pays par une intervention, qui pourrait nous faire penser qu'il y a justement une part de gauche, comme j'avais dit tout à l'heure. C'est toute l'ambiguïté, et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver autour du général de Gaulle. Plutôt le général de Gaulle de 1958, mais qui va réactiver une forme de bonapartisme, et d'ailleurs ce qui donnera naissance aux analyses en disant « oui, mais son parti, il n'a pas d'idéologie en tant que tel ». Et cette famille-là, d'un État fort, tout en défendant des principes quand même
d'une autonomie de l'économie, va très largement, donc on retrouve au XIXe siècle et qu'on retrouve à partir de 1958, marquer la Ve République. Je vous passe sur les évolutions, j'y viens dans quelques instants. Je passe à la gauche. J'essaye d'aller assez vite tout en disant cela, tout en ne regardant pas la montre, donc en ayant probablement déjà été trop long. Mais la gauche ou les gauches, beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Les gauches, c'est une histoire beaucoup plus complexe, en tout cas qu'on ne peut pas décrire, même si ma présentation antérieure est très largement discutable. Je ne peux pas vous dire qu'il y a trois gauches. Non, je peux vous dire qu'il y a deux grands types d'opposition, enfin deux grands types de... Enfin, d'une certaine manière, deux grandes manières de lire les oppositions des gauches. La première, elle est peut-être moins à l'esprit, là, aujourd'hui, c'est la gauche par le haut et la gauche par le bas. C'est la gauche qui pense qu'on va changer la société par l'État, même si il faut s'en emparer de l'État, parce que c'est un État bourgeois, mais ça passera par le haut. Et puis la gauche qui dit, non, en fait, c'est beaucoup plus complexe. Ça passera par les communes, ça passera par les cellules, ça passera par l'autogestion, ça passera par le territoire ou la profession. Et donc, c'est à la fois celle du syndicalisme révolutionnaire, qui marque une partie quand même de l'histoire de la gauche, ou celle d'un Proudhon qui va défendre le pluralisme organisateur, contre un Marx qui pensera quand même que ça passe par le haut. Donc, on a cette première division, toujours hyper importante. Parce qu'elle traverse encore aujourd'hui les gauches. Puis il y a la deuxième opposition, plus facile, parce qu'on l'a souvent écrite sous ce mode-là, l'histoire des gauches, ben c'est révolution, réforme. C'est révolution, réformisme, ou révolution réformiste, ou révolution réformateur, puisque réformiste, c'est déjà une manière de disqualifier celles et ceux qui sont favorables à la réforme. Et donc, on voit bien que tout cela traverse l'histoire de la gauche, ou des gauches. Je ne peux pas vous le faire en trois temps, enfin en trois familles. Alors je me suis dit, je vais vous faire 4 photographies. 4. Parce que ça va nous donner une petite grille de lecture aussi sur le contemporain. Première photographie, on est avant 14. Avant 1914. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme fort, quand même. C'est Jaurès. C'est Jaurès, et Jaurès arrive, qui lui vient quand même de la famille plutôt réformatrice, hein, quand même. Et les héritages de Jaurès, ça pourrait nous amener pendant des heures à des débats pendant des heures, mais néanmoins, sa trajectoire politique à lui seul, il vient de l'idée qu'il faut participer, qu'il faut se faire élire. Il a une carrière évidemment à la Chambre des députés, et notamment, il s'oppose très fortement à un homme qui s'appelle Jules Guesde, et pourtant, Jaurès va être l'artisan de l'unité. Il va être l'artisan de l'unité en faisant le Congrès du Globe en 1905 et en créant la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, au moment où l'histoire de la gauche est très largement marquée par les internationales. Et donc on a la création de ce parti. Il y aura encore des dissidences à côté qui n'acceptent pas qu'on aille dialoguer avec Guesde. Donc tout ça est un vieux débat. Mais il y a la première fois où on crée un parti qui aspire quand même à un moment à devenir majoritaire. Je le dis. C'est quand même ça aussi, le pari de Jaurès. Bon. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une forme d'alignement assez inédit entre la gauche qui accepte de participer aux institutions, la gauche qui vient quand même de la Révolution, et même le syndicalisme révolutionnaire, qui a pris sa voie singulière, hein, et notamment avec la création de la CGT, hein, fin du XIXe siècle, mais qui néanmoins marque à ce moment-là plutôt un alignement, d'ailleurs autour d'un mot d'ordre, plus qu'un programme, c'est le mot d'ordre de la paix, évidemment, avant 1914. Deuxième photographie, on est dans l'entre-deux-guerres. Alors, plus difficile de dire un homme fort. Beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que la gauche s'est éclatée. D'ailleurs, vous verrez, les gauches n'arrivent pas à s'unir durablement. Voilà. Là aussi, ça nous donne des leçons pour l'actualité. Mais très clairement, il y a eu division en 1920 suite à évidemment à la révolution bolchevique en Russie
Et donc, il y a un grand congrès de cette jeune SFIO, finalement, hein, elle a 15 ans, qui est le congrès de Tours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceux qui ont créé la SFIO pour participer se font dépasser par ceux qui disent il y a une révolution à des milliers de kilomètres, mais quand même qui impacte toute l'Europe. Il nous faut rejoindre la logique de la nouvelle internationale. Et eux vont être majoritaires. Et ils vont créer le Parti communiste, SFIC, section française de l'internationale communiste, qui devient très vite Parti communiste français. Et les autres, ils tiendront la vieille maison, et notamment l'un d'entre eux, qui va en fait jouer un rôle, qui va s'investir pour la première fois réellement en politique. C'est un intellectuel, et il s'appelle Léon Blum. Et donc Léon Blum va tenir. C'est la force. C'est qu'il tient face à la menace notamment de l'extrême droite, disons-le ainsi, et notamment, il l'obtient 10 ans, 15 ans après, à partir de 1935, mais avec une victoire en 1936, le Rassemblement populaire qui devient Front populaire et qui unit pour la première fois le vieux parti, le Parti radical, la SFIO et le Parti communiste, mais qui d'emblée dit « si on gagne, je participe pas ». C'est ça, rappelons-le juste dans l'histoire. En l'occurrence, il gagne. On pensait que ça allait être le Parti radical qui allait arriver en tête, c'est la SFIO. Et donc, le président de la République nomme Léon Blum président du Conseil. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. Juste un point, parce qu'on ne va pas faire... J'aurais tendance en ce moment, surtout si certains d'entre vous ont entendu le podcast sur France Inter, on aurait tendance à ne parler que de ça en ce moment, tellement il était bien fait. Mais juste un point quand même. L'enseignement de tout ça dans l'histoire des gauches, c'est quoi? C'est que pour la première fois, d'abord il y a l'idée d'unité au gouvernement, ça Léon Blum le théorise même, et deuxièmement, il y a l'idée qu'on peut changer. J'allais dire changer la vie, mais ça c'est un peu quelques années après. Mais changer les choses par l'action gouvernementale. C'est-à-dire que toute cette angoisse d'une partie de la gauche qui est de dire l'État, c'est forcément l'État bourgeois, saute culturellement, notamment avec une mesure qui sont les congés payés, très clairement. Parce que c'est visible directement chez tous les Français et Françaises. Donc ça, c'est un moment clé. Je traverse très rapidement et j'arrive à 81. Vous voyez, donc je vais quand même très vite. Entre-temps, il y a eu plein de choses, quand même. D'abord, il y a eu une guerre mondiale qui fait explose, qui fragilise tous les partis politiques, SFIO comprise. Mais néanmoins, la SFIO renaît après la Seconde Guerre mondiale. Le Parti communiste est extrêmement fort, évidemment, a joué un rôle majeur dans la résistance. Mais cette SFIO a vieilli largement. Et elle s'est vue justement remise en cause dès le début des années 60 par une famille politique qui va d'abord dire il y a un problème dans le positionnement de la SFIO par rapport à la décolonisation. Et donc c'est là que va être créé un parti socialiste qui s'appelle le Parti socialiste autonome, qui va devenir très vite le Parti socialiste unifié, qui va reprendre très largement les thèmes justement par le bas, d'autogestion notamment. Donc on a toute cette thématique, et ce qui va être qualifié un peu après, et d'ailleurs plutôt à partir de l'expérience de la CFDT, de deuxième gauche. Et donc, à partir de là, il y a eu cela, et il y a eu plutôt, à la fin de alors il y a eu quand même la volonté d'unité, c'est là quand même le rôle que joue un homme qui n'a jamais été adhérent à la SFIO, au moment où il le fait, c'est François Mitterrand, et qui va quand même tenter d'être le candidat unique de la gauche, avec une énorme supercherie quand même. C'est que le parti qui est le premier parti de gauche, il s'appelle le Parti communiste français. Et il y arrive à 2 reprises, au moment où je parle. Et la troisième est la bonne, 65. Il faut dire que le terrain avait été préparé par un Gaston Defferre qui avait lancé la candidature de M. X. Bon, il n'a pas été un franc succès, mais ça, il faut toujours se méfier de ces candidatures avec une lettre. Et voilà. Mais en tout cas, qu'il avait lancé, en l'occurrence, avait profité plutôt à François Mitterrand et qui met en ballottage le général de Gaulle. Et puis, il se représente en 1974, mais donc il donne l'unité. Je le dis parce qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prospectives, vraiment, là, en conclusion. Il y a aussi l'émergence d'une force politique tout à fait
très fragile, absolument pas institutionnalisé, qui est le début de l'écologie politique. Tout début. Avec une candidature à l'élection présidentielle en 1974. Donc on est au tout début. Mais en 1981, il n'arrive pas à faire l'unité de la gauche dès le premier tour, ça c'est sûr, François Mitterrand, mais néanmoins il l'emporte. Et il l'emporte surtout à la suite de l'élection présidentielle avec les législatives, et là, avec la participation de toutes les forces politiques, et notamment le Parti communiste, qui est devenu le deuxième parti de gauche, puisque le Parti socialiste, créé en 1971, est désormais le premier parti à gauche. Et puis je finis, bon, je vous passe bien évidemment sur cela. Le deuxième septennat, bon d'abord le premier septennat sera marqué quand même par une rupture, comme quoi ça ne dure jamais très longtemps, et notamment le départ des ministres communistes. Et le deuxième septennat, et notamment dans la période 1988-1993, est totalement différente. Le Parti socialiste gouverne seul, avec des individualités prises plutôt du côté du centre, voire du centre droit. C'est la politique d'ouverture, notamment, qui est impulsée, mais ça, passons. Dernière photographie, allez, 2012. Parce que ça va entrer dans notre diagnostic. Et là, évidemment, c'est à nouveau la gauche qui l'emporte. Après de nombreuses années, alors j'aurais pu parler de 97, ça va moins bien dans mon récit, donc je l'ai sorti, mais 2012, on a quoi? Bah, pour la première fois, pour le coup, la gauche va gouverner durablement. Je passe les débats, on les aura peut-être à travers les questions gauche, point d'interrogation, mais je passe, c'est quand même un président socialiste. Et par ailleurs, elle gouverne durablement sans véritablement arriver à faire l'alliance totale. Là, c'est plus la question du Parti communiste qui est présent. C'est plus la question des écologistes qui vont être qu'une partie du mandat présent, je le rappelle. C'est évidemment la force qui est née autour d'une personne qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui, notamment, est un ancien cadre du Parti socialiste et tenant d'une motion plurielle à différents congrès du Parti socialiste, mais qui a préféré quitter. Et là, il y a évidemment l'idée que ça n'est plus le rôle du président socialiste François Hollande. Voilà, le paysage il est tracé ici. Évidemment, les choses évoluent très largement depuis 2005. Pourquoi? Parce qu'en 2005, c'est à partir de ce moment-là que notre système politique se délite, d'une certaine manière, parce qu'il y a des clivages hyper structurants qui traversent les familles politiques, Parti socialiste, mais aussi UMP de l'époque, autour notamment du traité constitutionnel européen. Donc la question européenne va faire naître des clivages au sein des partis politiques, durables, précisément qui vont donner lieu à des départs, pour certains, et parfois ne pas donner lieu à des départs, mais à restructurer. Premier élément. Deuxième élément, recomposition de la droite. C'est toute la tentative de Nicolas Sarkozy, gagnante en 2007. C'est de dire, je veux absolument réconcilier la droite de l'ordre, autrement dit plutôt la droite héritière du gaullisme, et la droite de la libéralisation, libérale. Et donc, c'est cette synthèse. Elle existait dans des gouvernements précédents, mais autour de l'alliance, par exemple, UDF-RPR, qu'on avait pu connaître. Là, c'est la même famille qui tient provisoirement les deux tendances. Très provisoirement, parce qu'on voit bien qu'à chaque élection, c'est une tendance qui l'emporte sur l'autre. Et puis la gauche, je l'ai dit, c'est notamment l'apparition d'une gauche plus radicale, autour notamment du parti de gauche, puis de la France insoumise, et qui restructure quand même très largement, surtout que cette gauche plus radicale, toute comparaison gardée, finalement, devient la première force de gauche. Toute proportion gardée, ça peut nous faire penser au contexte des années 60-70, en faisant une comparaison avec le Parti communiste français. Mais voilà la situation sur laquelle s'ouvrent ces années 2010 et qui perdure jusqu'en 2020, même si en 2017, il y a la transformation par le macronisme. Alors aujourd'hui, où nous en sommes? Et donc c'est la dernière partie avant de conclure. Ben aujourd'hui, force est de constater que notre société est hyper clivée. Que notre société est en prise à des clivages fondamentaux, très difficiles de les
évoquer en quelques minutes, mais si je m'essaye, et puis je pense que ça va nourrir des questions, premier clivage, il faut bien le qualifier en termes économiques et sociaux. Et c'est même fondamental. Quand je dis clivage, c'est là une première dynamique sociale. Alors bien sûr, on pourrait la qualifier, comme certains essayistes le font, de sentiment de bien-être. Est-ce que je suis bien dans ma société? Mais tout de suite, évidemment, le sentiment de bien-être, il faut le lier au revenu, il faut le lier au logement, il faut le lier à l'accès aux soins, à autant d'éléments qui structurent ce sentiment de bien-être. Et je le dis parce que ça a pu être activé, notamment au moment de la campagne présidentielle de 2017. Hein, cette idée de « est-ce que je suis heureux ?» Et donc, ce qu'on voit simplement, c'est évidemment la montée des inégalités et, avec cela, la transformation aussi de l'économie. D'une économie qui, en 30 ans, est devenue une économie tertiaire, de services, de très grande consommation, dont les standards de consommation n'ont cessé de s'élever et où les inégalités n'ont cessé d'augmenter. Et donc, on a ce clivage entre est-ce que j'arrive à satisfaire tous mes besoins, première partie des Français, première partie des Françaises et des Français, ou est-ce que, précisément, je reste dans l'envie, dans l'aspiration à avoir telle et telle consommation, tel dernier téléphone portable, telle voiture, pourquoi pas. Et précisément, ça s'accompagne aussi d'une précarisation des conditions du travail, puisque cette économie de service s'accompagne aussi d'une nouvelle forme de prolétarisation, quand même, de précarisation, on pourrait dire, et avec d'ailleurs une remise en cause du droit du travail qui est associé aux plateformes. Voilà, si j'essaie de le dire. Donc, premier élément, quand même, un élément socio-économique. Deuxième élément, c'est un auteur qui s'appelle Pierre Rosanvallon, ou deuxième dynamique. Il va dire, en fait, ce qui est important, et ça peut aller dans le même sens, c'est l'opposition entre une France ouverte et une France fermée. Alors, c'est bien sûr notre conception de ce qui fait nation. Est-ce qu'on est sur une définition figée ou une définition ouverte? Je rappelle quand même que ça revient quand même dans nos débats. C'est l'accueil. C'est aussi le lien avec la mondialisation. C'est plus largement aussi ce sentiment d'angoisse qui traverse notamment la société française, qui est de dire, c'est pas le fait, contrairement aux années 60, le fait d'être ouvrier ou pas, qui faisait d'ailleurs une grande partie du comportement politique, c'est plutôt le fait de la crainte de perdre un emploi ou une situation stable, qui crée ce sentiment de repli. Et donc, ça, Pierre Rosanvallon, notamment, l'analyse très fortement en disant « ça traverse très largement notre société ». Et puis, à partir de là, on peut évidemment dire qu'il y a une fracture territoriale, forte, très forte, dans notre pays. Probablement depuis 40 ans, au moins. Qui est, alors la fracture urbain-rural, elle existe de tout temps, en tout cas depuis notamment au moins un siècle. Mais là, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est véritablement les territoires isolés, face aux territoires connectés. C'est les zones blanches, face aux territoires hyperconnectés et dotés de services publics, d'un accès à un hôpital, d'un accès à un médecin généraliste, d'un accès à un médecin spécialiste. C'est très clairement la place aussi du périurbain. Et ce qu'il faut juste avoir à l'esprit, c'est évidemment qu'on peut tout à fait montrer que les comportements politiques sont aussi liés au territoire. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Le référendum sur le traité constitutionnel européen, certes. Mais je prendrais, vous ne voyez pas un élément polémique, mais si la région Auvergne-Rhône-Alpes n'était qu'urbaine, Jean-Jacques Ayrault serait peut-être encore président de la région. Très clairement, on a un vote des villes qui s'est porté, je prends plutôt la dernière élection, parce que
l'avant-dernière élection, la dernière était un peu plus complexe, mais qui s'est porté plutôt sur le candidat de gauche, et un vote rural périurbain qui s'est plutôt porté sur l'actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon. Et ça, on pourrait le montrer de la même manière, d'autant plus que je vous ai dit quel était mon mandat, que, évidemment, on peut voir les résultats des dernières élections municipales en montrant la singularité des grandes villes. Hein, donc, très clairement. Donc, on peut pointer cela. Donc, voilà à peu près les éléments. Bien sûr, on pourrait en ajouter d'autres, et pourtant, quels sont les clivages politiques? Là, je vous ai parlé des fractures qui traversent notre société. Mais les clivages politiques, vous avez un parti de défense des travailleurs des plateformes? Non. Vous avez ce thème, un peu doucement. Donc, quels sont aujourd'hui encore les grands clivages qui marquent les partis politiques, ou qui marquent le système politique? Le premier, c'est pas dans l'ordre de priorité, mais il y a encore aujourd'hui un grand clivage qui va distinguer le Rassemblement national disons évidemment de la France insoumise ou du Parti socialiste autour précisément du processus de construction nationale. Mais j'ai envie de dire qui peut distinguer le parti des écologistes et le Parti socialiste de la France insoumise aussi, dans le rapport aussi à la question européenne. Il faut tout dire dans ces cas-là. Donc on a cette question de quelle construction nationale nous voulons. Et donc forcément, quelle construction régionale, au sens grande région du monde, nous appelons de nos voeux. Voilà. Et donc on a ce premier clivage. Un autre clivage qui a été particulièrement présent, notamment qui a dépassé l'opposition entre extrême droite et le reste en 2017, qui est ordre moral, permissivité. Je pense évidemment à la dernière ligne droite de la campagne de François Fillon. Voilà, on peut tout à fait là voir qu'on a un moment de défense de Paris, probable, je rentre pas, je n'en sais rien, qui est l'idée de dire on va jouer la question notamment de l'ordre moral. Et puis de toute façon, cette question qui traverse, qui va être de dire, la solution c'est de remettre de l'ordre moral, on est allé trop loin dans la libéralisation de notre société, de nos mœurs, etc. Et vous savez que ça nourrit des mouvements politiques, des manifestations, et qui vont avoir des relais politiques. Le troisième clivage qui s'exprime, c'est l'environnement, évidemment. Alors pas l'environnement en tant que tel, parce que vous me direz tous, oui mais attention, c'est pas la propriété d'un parti politique, peu importe. C'est bien sûr qu'est-ce qu'on met en place pour s'engager dans la transition écologique. Et est-ce qu'on en fait une priorité jusqu'au bout? C'est-à-dire qu'on pense fondamentalement qu'il faut intervenir, que ça ne se fera pas de soi-même. Ou est-ce qu'on pense que ça se fera de soi-même? Donc on a tout ce débat, avec des degrés évidemment, mais qui traverse et qui a pris plus de place quand même dans les 10 dernières années, et probablement même dans les 5 dernières années. Bien sûr, on pourrait rajouter un dernier clivage, qui est autour de la question, beaucoup moins présent dans la dernière élection présidentielle, la question des institutions et le rapport à la démocratie, de manière plus générale. C'est de se dire, est-ce que notre système institutionnel, au-delà de ça, est-ce que notre vie citoyenne est satisfaisante? Ça a été longtemps un thème qui a même pu alimenter une partie de la gauche en disant il faut donner le droit de vote aux étrangers notamment. Vous savez que c'est présent dès 1981. Mais c'est au-delà de ça. C'est évidemment, est-ce qu'il faut changer les institutions? Et quand je vous dis qu'on a peu remarqué qu'à la campagne présidentielle de 2022, il y a un thème qui n'a plus jamais été évoqué alors qu'il était constamment présent depuis 1965, première élection campagne, c'est la réforme institutionnelle. Vous aviez pendant très longtemps toute la gauche qui l'a appelé de ses voeux, et notamment le jeune Parti socialiste dans les années 70. Puis ensuite, vous avez eu une partie de la gauche, puis ensuite vous avez eu l'extrême droite, le Front National, qui était un des tenants d'une des 6e Républiques, évidemment. Et puis vous avez eu évidemment la France insoumise qui l'a apporté, mais pas là. Très peu. Beaucoup moins que 5 ans avant. Donc ce thème-là, il est moins présent. Donc en tout cas, voilà comment on peut décrire
ce décalage, et ce décalage, c'est un nom en sciences politiques. Ce décalage, il nous donne finalement la réponse à la question. Ce décalage, il s'appelle le désalignement partisan. En fait, nous avons un système partisan qui reste très largement, avec les recompositions que j'ai pu marquer, dans la continuité du passé, qui essaye de retrouver, parfois même par simulacre, des situations passées. Et vous avez des clivages des sociaux totalement inédits. Et aucun parti politique, sauf celles et ceux qui joueront la carte du populisme, et qui donc vont jouer la carte de dire « nous sommes les porte-parole des perdants », sans les qualifier, sans nous dire les mesures qu'il faudrait faire pour que, précisément, on réponde à leurs préoccupations, qui bien souvent stigmatisent les supposés perdants. Mais nous avons des partis politiques qui ne prennent pas en compte ces clivages. Et c'est bien ça le problème. C'est ce qui fait que, précisément, peut-être de bonne foi, ou pas, le candidat Macron peut dire « c'est fini ce clivage ». Sauf qu'il ne dit pas que ça. Il dit « il n'y a plus de clivage. Je suis et de droite et de gauche ». Ce qui est un non-sens. Parce que, précisément, nous n'arriverons véritablement qu'à apaiser la démocratie, qu'à installer la démocratie, à partir du moment où on inventera des clivages en phase avec les transformations de la société. Évidemment, le clivage aujourd'hui n'est plus sur séparation des églises et de l'État, ou très peu, en tout cas, ce n'est pas le clivage de 1905. Bien sûr que le clivage aujourd'hui, il n'est pas de savoir si Jeanne d'Arc est de droite ou de gauche. Je rappelle quand même que c'était l'obsession du cartel des gauches dans les années 20. Bien sûr, le clivage, il n'est plus autour de la question de faut-il un empire colonial ou pas. Bien sûr que le clivage, il n'est plus aujourd'hui autour de la présence du roi. Et pourtant, il y a fondamentalement un clivage sur les éléments à mettre en œuvre. Et c'est tout le défi. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des partis qui sont totalement repliés sur eux-mêmes, qui sont enferrés dans la vie institutionnelle de leur parti, parce que les partis sont des bureaucraties, parce que les partis sont des entreprises organisées de conquête des suffrages, et donc on ne les supprime pas en claquant des doigts, et il ne faut d'ailleurs pas les supprimer. Mais, précisément, ils ne prennent pas en compte ces dynamiques. Alors je finis par un propos plus personnel. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'aujourd'hui, dans les partis qui ont fait la vie politique, depuis presque un siècle, aucun n'arrive en finale. Aucun. Même tous les partis les plus classiques ont fait moins de 5%, ce qui est totalement ahurissant quand on y réfléchit. En bon nombre, nous avons grandi, nous avons été socialisés politiquement dans un autre univers, et donc nous n'avons pas les codes pour comprendre cet univers, quasiment. En tout cas, il faudrait vite qu'on les ait quand même. Et donc, forcément, un parti, je finis par là, deviendra majoritaire à partir du moment où il s'emparera du soutien de plusieurs groupes sociaux. C'est un leurre, et je ne crois pas que ce soit théorisé ainsi, que de penser qu'on pourra rester, je pense à ma grande famille politique, sur un vote de centre-ville, de classe moyenne supérieure. De centre-ville, de classe moyenne supérieure, en tout cas doté d'un capital intellectuel très élevé. C'est un leurre. Donc, c'est pas comme ça qu'on arrivera très concrètement à devenir, je ne suis pas en train de vous vendre des cartes de quoi que ce soit, mais à devenir majoritaire. Plus largement, quel est l'enjeu en fait auquel on est confronté? C'est précisément celui de la transition écologique, ou des transitions écologiques. Avec quand même un défi qui est fondamental. Le défi qui est fondamental, c'est que nous sommes, et je finis vraiment là, nous sommes dans une situation qui est comparable à celle du 19e siècle. Et notamment du choc de l'industrialisation. C'est le même. Nos modes de vie vont être perturbés. Nos modes de vie vont être perturbés. Précisément, si vous pensez à l'industrialisation seconde moitié du 19e siècle, c'est l'exode rural. C'est le fait qu'on est déraciné, pour bon nombre, d'un milieu d'origine plutôt protecteur, que nos conditions de vie sont bien souvent dégradées, dans un premier temps, en tout cas, quand on arrive dans la grande ville, que les ruptures avec les liens familiaux est là, que l'alimentation est dégradée. Et pour autant, si on fait l'histoire, de l'industrialisation est né le progrès social. Et parce qu'il y a des forces politiques diverses, mais qui ont porté l'idée qu'il fallait penser
la protection sociale, la question sociale comme un risque. Pour la première fois au XIXe siècle, on a dit, à la fin du XIXe siècle, on a dit, le fait de perdre ma main dans une machine, c'est pas ma faute individuelle, c'est un risque, parce que les accidents du travail, ils ont une régularité. Pour la première fois, on a dit, le fait de devenir vieux et de ne plus pouvoir travailler, c'est pas ma faute, contrairement à ce qui a été dit quand même pendant une partie du XIXe siècle, donc c'est pas à moi d'en supporter toutes les conséquences. Heureusement, l'espérance de vie augmentant au XIXe siècle, on était de plus en plus nombreux à devenir vieux, et donc à se trouver dans cette situation de ne plus pouvoir travailler. C'est un risque que de penser la perte d'emploi, ce qui s'est progressivement appelé le chômage. Et donc comment on le couvre? On le couvre collectivement. C'est ça une société industrielle moderne à la fin du XIXe siècle. C'est celle qui va voter en 1898, comme la France, la loi sur les accidents du travail, en disant c'est aux employeurs et aux salariés de cotiser par rapport aux accidents. C'est celle qui va voter plus de 10 ans après la loi sur les premières mesures sur le chômage, notamment dans l'idée qu'il ne faut pas laisser faire le marché du travail, il faut placer, il faut faire des bureaux de placement, et puis il faut surtout indemniser la perte d'emploi. C'est l'assurance chômage. C'est celle qui va voter en 1910, grâce au fameux Jaurès, les retraites ouvrières et paysannes. Et donc pour la première fois, au-delà de la fonction publique, on va doter de pensions celles et ceux qui perdent leur emploi. Nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Nous sommes dans la même situation. Si nous ne pensons pas, et je l'espère pour ma famille politique, la transition écologique comme porteuse d'un risque environnemental, qui fait que de toute façon, oui, nous devrons changer nos modes de mobilité. Oui, nos modes de consommation vont évoluer, mais qu'il ne faudra pas y répondre en disant c'est pas la morale, ou donner des leçons, ou stigmatiser, qui permettra qu'on change, et que surtout les catégories populaires soient embarquées dans cette transition écologique. Non, c'est le fait qu'on ait à nouveau un projet socialisateur, un projet transformateur, qui est un projet, je pense fondamentalement de gauche, d'une sécurité sociale et environnementale. Et ainsi, notre famille politique, la mienne, peut-être partagée par d'autres, que l'on appelle socialiste ou écologiste, ou autre d'ailleurs, cette famille politique pourra précisément porter un projet mobilisateur qui parlera certes aux classes moyennes, même à une partie des classes moyennes aisées sans aucun doute, mais aussi aux classes populaires, qui seront les premiers, si on ne fait pas ça, ce changement intellectuel, cette idéologie, avec le sens très noble du terme, qui fera que, dans ce cas-là, les classes populaires seront les premières lésées par les mesures de transformation écologique. Ce que je veux dire par là, et qu'elles soient portées par une collectivité territoriale ou par l'État, type, évidemment, les zones à faible émission. Donc, c'est ça qui doit devenir un projet. La politique pour une grande partie des familles politiques, n'a jamais fait bon ménage avec la morale. C'est un projet transformateur qu'il nous faut, et c'est là où, allez, je vais faire une confidence, on pourrait être d'accord avec Emmanuel Macron. Oui, il nous faut effectivement un nouveau clivage. Je pense qu'il se pense encore en termes de droite et de gauche, non pas pour stigmatiser l'une ou l'autre, mais pour qu'on ait un débat équilibré entre des familles politiques qui aspirent à gouverner et qu'on ait surtout un projet clair et notamment des lignes de fracture qui se présenteront aux Françaises et aux Français qui, eux, trancheront. Bravo. Mais ma question, c'est, vous n'avez pas abordé la problématique de l'abstention, de vouloir abaisser l'âge du vote pour faire encore plus voter, mais je ne comprends pas le lien vraiment qu'il y a entre l'abstention et vouloir faire voter encore les jeunes plus jeunes. Est-ce que la question du gilet jaune sont considérées comme un clivage? Est-ce qu'ils ont un avenir dans la situation actuelle? Pensez-vous du clivage parti-gouvernement, parti populiste? Qui explique aussi cette déconnexion quand même, d'une certaine, qui à la fois l'explique, et l'abstention est expliquée par cette déconnexion. Hein. C'est une relation quand même très forte.
Oui, très clairement, c'est un phénomène plutôt marqué quand même à partir des, enfin, sur les 20 dernières années, hein, mais qui va en s'amplifiant. Alors, quelle est la... Moi, si vous me demandez mon avis, parce que vous avez plein de solutions. Alors, juste, si je peux Oui. compléter, j'ai oublié de rajouter également le vote blanc. Oui. Voilà. Oui, alors, bon. Pour compléter... Il me semble, alors je vous donne mon avis, mais c'est très, très personnel. Avant cela, il faut dire qu'il y a d'autres solutions. Vous avez dit abaisser, pourquoi pas. Il y a le vote obligatoire, hein, qui est quand même défendu par certaines forces politiques, qui quand même nous gêne en France. Parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que le grand problème des républicains au XIXe siècle, le problème fondamental des républicains, c'est ce qui fait la nation. Alors, je vous le dis parce que c'est quand même important, et notamment ce qui fait l'interdépendance entre nous. Pourquoi? Parce que ce régime, contrairement à l'Empire et à la monarchie, il est beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus abstrait. C'est cette phrase de Maupassant qui dit, mais moi, la monarchie, je l'ai vue, j'ai croisé le roi. L'Empire, je l'ai vu, j'ai vu l'empereur. Alors la République, jamais. Jamais. Et là, vous allez me dire président de la République. Mais justement, si vous pensez au nombre de débats qu'il y a eu avant qu'on tombe d'accord sur l'idée d'un président de la République, et encore plus de l'élection du président de la République au suffrage universel, là, on pourrait en faire pendant des heures. Donc, juste pour dire que les républicains français, au sens d'attachement à la République, ont vu comme l'avènement du suffrage universel masculin, comme l'élément de créant l'interdépendance. Ils ont même pensé, c'est ce que vous trouvez chez Gambetta, l'idée qu'il n'y avait plus de questions sociales à partir du moment où il y avait le suffrage universel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une adhésion volontaire, quand même. Ça, c'est très important, ce qui fait que le vote obligatoire gêne, embarrasse. Ça, c'est un premier élément. Non, moi, je pense fondamentalement que c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on peut tout dire, mais à partir du moment où il y a une déconnexion, où il y a l'idée qu'on n'identifie pas dans les campagnes politiques électorales l'idée qu'il y a les thèmes qui concernent notre environnement proche, à partir de ce moment-là, il y a le sentiment que certains appellent l'exit. L'exit. Il vaut mieux, et je vais venir sur les gilets jaunes, il vaut mieux ne pas participer. Et ça, c'est quand même un phénomène qui, du coup, ne peut pas se résoudre, me semble-t-il, seulement, et en plus, elle a disparu, enfin, je vous ai dit qu'elle avait été beaucoup moins présente à aux dernières élections nationales, par la question institutionnelle. Ce serait un leurre, même si je suis favorable, moi, personnellement, à une réforme de la Constitution. Mais c'est, à mon avis, un élément extrêmement important, plus un révélateur de ce que j'ai pu dire et de la profondeur quand même de cette crise. Par ailleurs, ce qui est le plus important, c'est de regarder comment est distribuée l'abstention. Quartier par quartier. Et là, évidemment, c'est de la pensée, notamment avec le vote, notamment des classes populaires. Et ça, c'est vraiment une préoccupation majeure. Le deuxième élément, c'est la question sur les... Je ne me souviens plus qui me l'a... Pardon. Les gilets jaunes. J'ai hésité à en parler, parce que c'était un peu facile de ma part. Je voulais mettre en regard la déclaration du candidat Emmanuel Macron, en disant il n'y a plus de clivage, et puis dire, 2 ans après, on est dans une situation quasiment, enfin, de mobilisation sans précédent, sur un mode quand même extrêmement complexe à analyser, hein, parce que ce serait quand même très difficile de dire, à part l'ancrage territorial, je ne parle pas que du rond-point, je parle bien sûr notamment des territoires périurbains et notamment des territoires, aussi des territoires isolés. Hein. Mais une fois qu'on a dit cela, vous voyez bien même que celles et ceux qui ont été tentés par la politique après sont allés dans diverses familles politiques. Hein, donc ce que je veux dire par là, c'est plutôt un argument aussi pour dire, à partir du moment où la vie politique n'est pas assez riche en termes de controverses, de clivages, eh bien, forcément, ça se passe ailleurs. Alors, bien sûr, je minore pas l'enjeu premier des Gilets jaunes, notamment autour du prix du carburant. Enfin,
Voilà, et la manière aussi dont il y a eu aussi la volonté d'évacuer ce mouvement, de le considérer comme minime, alors qu'il s'est installé dans la durée. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est comment la rue reprenait. Je veux dire, très honnêtement, bien sûr qu'on avait connu des moments, et dans un certain nombre de nos quartiers, de colère profonde, notamment dans notre métropole, on le sait très bien, sur le temps long. Mais là, avec une telle régularité, avec aussi la volonté de s'emparer aussi des symboles. Rien n'est au hasard quand même, hein, de l'histoire nationale et d'une partie de la République. Voilà. Eh bien, c'était quand même un acte politique fort, et qui passait par la rue. Qui passait par la rue. Voilà. Et c'est pas pour rien que ça ne s'est pas concrétisé aussi politiquement. Voilà. Ça va aussi dans le sens que cette question justement du champ politique et des partis politiques existants pose problème au sens où il y a une déconnexion. J'aurais dû dire une chose aussi par rapport à l'abstention, mais je suis beaucoup trop bavard déjà, c'est aussi un élément que je n'ai pas du tout pointé, c'est la perte d'adhésion du nombre d'adhérents dans les partis politiques aussi. Parce que le parti politique, ça va, comme... Enfin, c'est d'abord, une entreprise, je vous l'ai dit, je vous ai donné cette définition, mais c'est aussi un lieu d'émulation intellectuelle, de débat, enfin, et à partir du moment où le nombre d'adhérents fond, bah, forcément le débat est moins riche. Enfin, ça c'est toujours, c'est tautologique ce que je dis, enfin, c'est une évidence, mais c'est aussi quand même une réalité profonde. Alors là, c'est trop difficile de l'analyser en quelques mots. Et puis il y avait la question que j'ai oubliée parce que c'est la seule que je n'ai pas notée. Parti populiste, parti... Ah, je suis assez, alors, enfin, je suis mal à l'aise, pas dans le sens où parti de gouvernement, je vois bien, hein, puis ça a été un petit débat il y a quelques jours là-dessus. Donc, parti de gouvernement, c'est tout de suite, autant ça a marché pour une partie de la gauche, il faut bien dire, parce que c'est elle qui a... Ça nous renvoie à tout le rapport de la gauche au pouvoir. Le premier qui en a très très bien parlé, c'est Blum. Hein, il faut distinguer la conquête du pouvoir de l'exercice du pouvoir. Et en disant que l'exercice du pouvoir est noble. C'est quand même le premier, vraiment. Mais néanmoins, la question du parti de gouvernement, pourquoi aujourd'hui elle est plus difficile à utiliser? Parce qu'elle a été justement vue comme stigmatisante et comme symbole d'une partie de la gauche qui renonçait à certains de ses engagements. Il faut quand même le dire comme ça. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, là, je vous donne vraiment ma... Et quant au populisme, même si vous voyez que je l'ai utilisé à un moment, il faut quand même l'utiliser avec beaucoup de précaution, parce que, comme je vous ai dit, réformiste, c'est un terme péjoratif d'abord. Donc ça veut dire qu'il est utilisé pour disqualifier. D'accord? Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder de près, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celles et ceux qui se font les porte-paroles faciles des mécontents, sans véritablement proposer des solutions. C'est un vrai débat. Mais moi, il me semble qu'il ne faut pas s'enfermer dans ce type de débat-là. Et c'est, est-ce que, allez, parlons des gauches aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les gauches sont capables de porter un projet mobilisateur? Un projet de transformation de la société. C'est un peu là-dessus que j'ai voulu terminer. C'est ça qui est le plus intéressant, plutôt que de savoir ce qui s'est passé, etc. Et évidemment que ça supposera un pas, mais de chacun. De la même manière, je rappelle quand même, parce que je vois bien les débats qui traversent le Parti Socialiste aujourd'hui ou autres, rappelez-vous de la violence des débats qui traversent le Parti Socialiste aussi dans les années 70, autour de l'alliance avec le Parti communiste. Non mais vraiment, enfin, je ne fais pas de... C'est pas du tout la même situation. Enfin, je vous signale quand même qu'une partie de l'électorat de François Mitterrand était issue très largement du MRP et vont totalement renoncer à partir du moment au soutien, à partir du moment où il va y avoir l'entrée de ministres communistes. C'est quand même ça aussi la réalité de 81, quand même, qu'aujourd'hui on a ancré dans l'histoire. Donc je le dis avec prudence, parce que c'est vrai, si on essaye de faire la différence entre 81 et ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui sur la nouvelle Union populaire, c'est que c'est le pôle le plus radical qui est arrivé en tête. Et ça, c'est tout à fait inédit, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où je parle, ça n'a pas nourri en France, aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, je devrais dire, de coalition gouvernementale.
C'est bien ça, je pense, qui suscite des questions. Parce que si on était dans un schéma plus classique d'un parti socialiste qui serait arrivé en tête et qui tendrait la main à un pôle plus radical, ça rentre dans nos schémas classiques. Mais peut-être que justement, il ne faut pas s'enfermer là-dedans. C'est-à-dire que ce qui compte le plus, c'est pas ça, c'est le projet. Et pour le moment, moi, ce qui m'afflige le plus, c'est pas la composition de tel ou tel... Aujourd'hui, on dit Nouvelle Union Populaire, d'autres auraient dit Gauche Unie, d'autres auraient dit Gauche Rassemblée. Gauche Unie, c'était pour une allusion à François Mitterrand. Mais donc, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus affligeant, c'est qu'il n'y ait pas de projet mobilisateur. Franchement. Merci pour cette conférence et ce balayage historique et sociologique un peu des partis. Tout à fait intéressant, malheureusement un peu trop rapide, par manque de temps, j'en conviens. Je suis majoritairement d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, et notamment l'idée qu'il faut rapidement retrouver les fondamentaux dans le clivage droite-gauche. Par contre, j'ai une petite question sur votre conclusion, autour de la question de la transition écologique. Vous en faites un enjeu qui est évident aujourd'hui, et où vous situez le clivage à ce niveau-là. Et c'est là que ça m'interpelle, parce qu'aujourd'hui, quelles sont les conséquences du changement climatique? Ils ne vont pas être réglés dans les 10 années à venir. Donc les conséquences, on les connaît. Ce sont à terme des vagues de migration importantes de population, qui ne pourront plus vivre sur certains territoires, qui vont donc se concentrer sur des territoires qui vont de plus en plus se restreindre, avec des ressources qui vont se raréfier. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'on va aller plutôt là vers un clivage qui sera autour de la question de la sécurité? Ce qu'on voit d'ailleurs apparaître en Europe aujourd'hui, avec une montée de l'extrême droite autour de ces questions-là. Moi je pense qu'il est là le clivage aujourd'hui. Et qu'un projet mobilisateur, il va être compliqué quand même, pour la gauche en particulier. Ouais, je voulais dire simplement, par rapport aux Gilets jaunes, c'est le gros problème, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas de contre-projet. Ils voulaient détruire les symboles, s'attaquer aux symboles. Leur départ était légitime. J'exclurais le gars qui a zigouillé des péages alors qu'il y avait 6 appartements, etc., qui était pour moi pas un gilet jaune, mais il n'y avait pas de contre-projet. Et effectivement, c'est bien là la problématique. C'est-à-dire qu'il faut avoir des clivages, mais il faut aussi avoir des contre-projets. Sinon, ça ne sert à rien. Juste une question qui revient à la genèse du clivage, très court. J'ai suivi votre logique, je ne suis pas d'accord forcément avec tout d'un point de vue historique dans la lecture, mais il y a une chose qui m'interpelle et que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'usage que devrait faire la droite ou la gauche dans leur histoire du symbole de la Révolution. Et j'avoue que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui comment ça se projette, puisqu'on voit qu'au sein même de la gauche et au sein même de la droite est revendiqué, alors peut-être de manière calculée, honnête ou sincère, je sais pas, l'usage de la Révolution et à droite et à gauche, et qu'on voit qu'il y a une perméabilité des électeurs autour de ce sujet-là à une vitesse folle. Et du coup, j'arrive pas à me retrouver dans ce clivage de la droite à gauche autour de ce sujet-là. Bravo.